12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game? S'il y a bien un secteur où tout a été révolutionné depuis 20 ans, c'est bien le secteur du divertissement, et en particulier celui de la musique. Imaginez, il y a 20 ans, enregistrer un album, ça coûtait une blinde, et le promouvoir, le vendre, passait obligatoirement par un deal avec une des 4 ou 5 majors de la place. Aujourd'hui, n'importe qui, à condition bien sûr d'avoir un peu de talent, peut enregistrer dans sa chambre et diffuser au monde entier à partir de son smartphone. Dans ces conditions, on pourrait croire que notre invité qui conseille, accompagne, médiatise les artistes de demain n'a pas sa place dans ce nouveau modèle. Mais, c'est tout le contraire. Il dit qu'il faut autant de temps pour construire un artiste que pour créer un nouveau business, et ça fait donc de lui le mieux placé pour répondre à la question que tout le monde se pose: les bonnes vieilles méthodes ne seraient-elles pas finalement les plus performantes? Cocteau, COCTO, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'accueil. Bonsoir. Alors, comment on fait pour rentrer dans le monde de la musique, pas rentrer dans le monde de la musique, mais plutôt rentrer avec un tube de reggae en plein hiver, à un moment où personne ne nous attend? Je pense que ce qui marche, c'est ce que... faut être différent. Si on fait la même chose en moins bien, ça sert à rien. Donc c'est vrai que lorsque j'ai monté l'agence il y a 21 ans, le premier projet qui a cartonné, effectivement, c'est un groupe de reggae qu'aucune maison de disques ne voulait signer. Un groupe de reggae qui s'appelait Cana, avec une chanson qui était j'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse? J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Voilà. Parce que t'as pas mis assez d'eau, c'est tout. C'est ça. Faut avoir la main verte aussi, c'est pour ça. Et effectivement, j'ai monté l'agence à ce moment-là, et c'est un titre effectivement qu'on a mis en radio, sur Énergie, sur Fun Radio, etc. Les maisons de disques se sont réveillées à ce moment-là, mais le producteur, qui n'était pas du tout dans l'univers de la musique, a décidé de se dire ils n'ont pas voulu il y a 6 mois, 6 mois après ils veulent, mais c'est le même titre. Donc on va se débrouiller nous-mêmes, voilà. Et donc il y a 21 ans, effectivement, on s'est retrouvé sur ce projet-là, à être chef de produit, à trouver une distribution qui était importante encore en physique à l'époque, parce que le digital démarrait. Donc d'être une maison de disques en kit. Et ça a été effectivement le démarrage de ce business model de cette agence qui s'appelle Music Media Consulting, voilà, qui existe depuis 21 ans. Donc il y a la partie promo, mais il y a tout l'accompagnement effectivement de la chaîne de droit. Il y a plein de choses autour de la musique, pour faire avancer le schmilblick, quoi. Alors, dans la musique, il a fallu se réinventer il y a quelques années, bien avant la crise Covid, bien avant tout ce qui s'est passé. Du coup, vous êtes les précurseurs, en fait, un peu de ce game changer. Je crois qu'il n'y a pas eu le choix, surtout. Quand vous avez Apple qui vous dit, un single, c'est 1,99, un album, c'est 14,99, mais qui a décidé, c'est nous, mais c'est pas vous. Vous n'avez pas le choix. À un moment donné, ok. En fait, la musique, c'est le secteur qui a été toujours le plus impacté en premier. C'est assez fou. Mais en même temps, quand je t'entends parler, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tout a changé, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est juste les tuyaux qui ont changé. Après, c'est la valeur qui a changé aussi, parce qu'effectivement, entre un vinyle, le coût d'un vinyle, etc. Surtout aujourd'hui, avec le digital, ça a multiplié. Il y a plein de tuyaux. C'est qu'aujourd'hui, avec tous les tuyaux Deezer, Spotify, Apple, aujourd'hui, c'est 120 000 titres qui sortent tous les jours sur les plateformes. Juste pour une comparaison, toute la production de 1983, c'était 89 000 titres. Donc, Au total, dans le monde. Dans le monde, sur une année. Donc globalement aujourd'hui, tous les jours, il y a l'année 83 qui arrive. Donc 83, les souvenirs. Hein. Ouais. Alors je me souviens plus exactement, mais je vais réfléchir. Je vais vous chanter une petite chanson d'ici la fin. Il y a pas de problème. Non, ce que Amel, je t'en prie, retourne dormir. Non, ce que je trouve assez rigolo, c'est pour ça qu'on avait envie aussi de t'inviter, c'est qu'effectivement, comme on le disait, il y a un monde qui a basculé. Et on est passé, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, donc du vinyle au CD. Il y avait la cassette aussi. Il y avait la cassette, bien sûr, absolument. Cassette, vinyle, CD.
Et puis tout d'un coup, on dit effectivement dématérialisation. Napster, si effectivement on pouvait illégalement récupérer de la musique, donc tout d'un coup il y a un marché qui se dit c'est cool, la musique elle est gratuite. Voilà, et puis les plateformes qui arrivent, les MySpace, tout le monde rigole aujourd'hui quand on parle de MySpace, mais ça existait là. D'ailleurs le Skyblog s'est arrêté, donc même Skyblog à un moment donné il y a eu ses heures de gloire sur le digital. Donc c'est vrai que tout ça c'est éphémère, donc il faut suivre. Et c'est vrai que toute la journée vous avez fait intervenir des gens qui sont effectivement connectés, avec effectivement soit le coup d'avance, soit ils préparent effectivement mais il faut rester en permanence en veille, parce qu'effectivement l'exemple de MySpace aujourd'hui, effectivement, je crois qu'un des intervenants qui a posé la question parce qu'il faisait son business que sur LinkedIn en disant mais si ça s'arrête, comment ça se passe? Effectivement j'arrête. Voilà, donc c'est vrai que si la musique on était resté que sur un seul tuyau, c'est là où effectivement il faut la musique, elle est vivante, donc il faut que l'artiste il puisse se défendre sur le terrain en live. Donc c'est vrai qu'il faut trouver différents business models, parce que le stream c'est pas Byzance non plus, c'est à la louche au doigt mouillé, c'est pour 1 million de streams c'est 1 000 € de gagner. Donc 1 million de streams c'est 1 000 €. 1 000 €. 1 million de streams c'est 1 000 €. Voilà. Ok, faut vraiment faire de la vue pour réussir à ça. C'est ça. Donc à côté il faut faire d'autres choses, quoi. Il faut faire du live, il faut faire des concerts, il faut faire du merchandising. C'est vrai que très vite, depuis 2002, l'industrie de la musique était obligée, entre guillemets, de trouver des solutions pour exister. Donc puis ce qui a vraiment changé entre 2002 et maintenant, aujourd'hui 2023, c'est que encore en 2002, Boncana, c'était une bonne chanson, c'était un hit, les radios y sont allés et puis ça a suivi. Aujourd'hui, on pouvait au fond gagner de l'argent avec un single. On pouvait gagner de l'argent avec un single parce qu'effectivement on vendait encore du physique, mais surtout la force du titre faisait qu'à 98% le titre faisait le job, 2% c'était le storytelling. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pour exister, il faut faire du storytelling, il faut raconter son histoire, il faut avoir des followers, etc. Ça, maintenant, c'est 50%. Donc aujourd'hui, 50% c'est la musique, 50% c'est l'histoire. Donc ça change vraiment la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir l'efficacité de la chanson, mais aussi avoir des choses à raconter, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, concrètement, au quotidien, en 20 ans ? Ce qui a changé, c'est effectivement les méthodes, parce qu'effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure dans la présentation, c'est qu'avant, on signait en maison de disque, et la maison de disque allait voir les médias. Aujourd'hui, on peut passer par des agences comme la mienne pour aller directement voir les médias. Donc aujourd'hui, c'est simple, c'est 2 projets sur 3, ils sont complètement indépendants. C'est des artistes qui chantent, qui viennent nous voir et qui ont besoin de promos radio, télé, web, presse, club. Et nous, en fonction de la stratégie, on s'adapte, parce qu'effectivement, on ne travaille pas de la même façon un projet 24-35 rap comme un projet 24-35 urbain ou pop-rock. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a à chaque fois une stratégie différente en fonction du projet. Mais on a eu l'impression à un moment donné qu'au fond, ce que je disais tout à l'heure, n'importe qui pouvait enregistrer sa chanson dans sa chambre, n'importe qui pouvait la diffuser. Tu peux. Et tu chantes sous la douche, tu l'enregistres. Voilà. Et on n'avait plus besoin d'intermédiaires. C'est pas vrai. C'est vrai dans les faits, c'est-à-dire qu'effectivement, tu mets ta chanson, c'est comme un podcast. Demain, tu le mets sur Deezer, Spotify, Apple, YouTube. Si vous ne le faites pas savoir, personne ne va y aller. Enfin, si, il y a notre cercle d'amis. C'est un peu comme le crowdfunding. Quand vous faites un crowdfunding, 51% c'est les amis, puis les 49 autres, c'est des gens que vous connaissez pas qui disent le projet il est pas mal, je vais mettre des sous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement, les 120 000 titres tous les jours. Alors c'est un peu moins pour les podcasts, mais effectivement, l'algorithme, il a 120 000 titres, il va pas dire ton titre, on va le mettre en avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut effectivement titiller, l'exciter. Il y a les playlists officielles, il y a les playlists tiers. Enfin, il y a tout un travail, effectivement, d'algorithme, de playlists et de playlisting et autres. Donc, il y a aussi une histoire à raconter sur la partie digitale. Il a fallu complètement réinventer les business models. Oui, c'est vrai que... Je reprends l'exemple des concerts. Je me souviens qu'il y a 15 ans, 10 ans, les majors payaient en fait les tourneurs pour faire tourner leurs artistes. Ils payaient. C'est ce qu'on appelle tour support. Moi, quand j'étais en label, on avait une ligne de tour support où on donnait 10-15 000 euros. Exactement. Alors que maintenant, les majors ont racheté en fait les tourneurs. Oui, c'est devenu un centre de profit. C'est le côté 360. Après, sur la musique, pour en revenir tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé ? Ça a changé, oui et non. Par exemple, pour les artistes africains, moi j'ai bossé pour les Touré Kunda, etc. En Afrique, il y a toujours eu des cassettes piratées, il y a toujours eu des CD piratés. C'est-à-dire que globalement en Afrique,
le stream, c'est génial pour eux parce que pour une fois, c'est la première fois où ils vont toucher de l'argent sur un. Ils contrôlent. Ils contrôlent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Parce que eux, ils faisaient une cassette, un CD ou un vinyle pour faire une tournée. C'est-à-dire que le prétexte à la tournée, et c'est là où ils gagnaient de l'argent, c'était effectivement le fait d'avoir une actualité en fait. Donc c'est vrai que voilà. Donc au final, on est dans un projet un peu hybride où aujourd'hui, effectivement, l'artiste, il faut. Voilà, faut qu'il soit lui aussi 360, parce que ce qui a changé aussi, c'est que l'artiste est auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, on a parlé, vous avez accueilli plus de 20 personnes qui au final sont auto-entrepreneurs, ou en tout cas qui ont des convictions, des envies. L'artiste, c'est pareil, voilà, c'est comme une start-up, sauf que c'est lui, avec des failles, parce que c'est l'humain, et c'est plus compliqué. Quand un yaourt, on l'aime pas, et on l'achète pas, et on le met à la benne. Quand sa chanson, on l'aime pas, on l'a écrit, on a passé la nuit à l'écrire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est là où il y a le côté coaching voilà, qui est important aussi, d'où un bon manager, d'où un bon entourage aussi, quoi. Tu disais, enfin je disais, en te paraphrasant dans l'intro, donc tu disais que pour construire un artiste, ça prenait autant de temps que pour créer un nouveau business. Oui, c'est 3-4 ans. Globalement. Mais ça, c'est aussi... après, ça peut aller plus vite. Il y a des exemples. On a travaillé un projet complètement ovni, parce que faut pas oublier que la musique, c'est le divertissement. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre débat, mais on a fait un projet qui s'appelle Théo Lavabo Chipolata. C'était juste au moment où on avait tous envie de faire la fête. Je me souviens de ça, oui. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Théo, c'était son premier titre, entre guillemets, en tout cas fait de façon structurée, avec une stratégie, avec une promo. Et puis, voilà, ça a fonctionné, parce qu'il y avait effectivement tous les éléments pour avancer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Théo, il est auto-entrepreneur de sa vie, de son projet. Il est incroyable sur les réseaux sociaux. Il fait beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Vous en avez parlé toute la journée, effectivement, de ce contenu. Aussi bien pour une start-up que pour une marque, que pour une mousse à raser. L'artiste aussi, il faut du contenu pour exister, en fait, pour raconter les histoires, quoi. Il a fallu que tu te repositionnes dans ce monde, en fait. Oui et non, en fait, je touche du bois, mais c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai monté la structure en 2002, il y avait 4 majors, je me suis dit qu'il n'y en aura plus que 3, ce qui est le cas aujourd'hui, je pense qu'il n'y en aura plus que 2 bientôt. Je me suis dit que les artistes allaient être tous virés des maisons de disques. Faut pas oublier que 80% aujourd'hui du chiffre d'affaires de grosses maisons de disques, c'est le back catalogue, donc c'est les gens morts. Versus... Les gens morts. Je schématise, mais c'est ça, versus les 20% de nouveaux artistes. Et puis comme ces grosses boîtes, c'est comme dans toutes les grosses boîtes, c'est le contrôleur de gestion qui décide. Voilà, jusqu'à maintenant tout va bien, mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont dire on gagne plus d'argent avec des gens morts où on n'a rien à faire, versus les 20% où il y a des gens, il y a du recrutement, des charges, etc. On va peut-être à un moment donné trouver une solution. Donc c'est vrai que je sentais effectivement que le marché allait changer, que les artistes allaient avoir besoin certes de promo, donc ça c'est mon point d'entrée, en radio, en télé, en web, en presse, mais surtout d'accompagnement sur ce qu'on appelle du label service. Nous, depuis 2004, on fait du label service, donc c'est effectivement une sortie numérique, c'est la gestion des droits voisins, aussi bien sur la partie master, sur la partie édition, de l'accompagnement, du marketing, toute une maison de disques en kit. Voilà. Ouais, c'est même plus qu'une maison de disques en kit, c'est une maison de disques, une maison d'édition. Oui, après, une fois qu'on maîtrise l'écosystème, on s'adapte une fois de plus en fonction du projet. C'est vrai que et ça rejoint, je pense, les nombreuses conversations que vous avez eues aussi par rapport aux réseaux sociaux, etc. C'est qu'aujourd'hui, moi en 96, j'ai fait un petit tube que vous connaissez peut-être qui s'appelle La Macarena. Voilà. Genre comment il se la pète le mec. J'ai fait un petit tube, La Macarena. Ouais. On pourrait peut-être nous la danser là. Vas-y, ça pourrait peut-être réveiller Amel. Et en fait, La Macarena, c'était un tube que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, les 23-25 ans, enfin aujourd'hui, toute la nouvelle génération connaissent La Macarena. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, les tubes, ils sont segmentés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des tubes TikTok, c'est des tubes Skyrock, des tubes énergie. Il n'y a plus La Macarena. C'est fini. Donc aujourd'hui, à la fois, c'est, je trouve, moi, plutôt génial, parce qu'effectivement, on sait où on va, et on est ciblé, on est communautaire. C'est-à-dire que ça pousse effectivement à avoir beaucoup plus d'artistes, mais il y a 30 ans, il y avait le tube de l'été. Il y avait le tube de l'été dans l'Ouest, Matmata, Chouchen à volonté, il y avait le tube à Marseille avec Ayam. Donc ça a toujours existé, c'est-à-dire que le côté segmentant, sauf qu'effectivement, à un moment donné, il y avait un relais de TF1, d'M6, qui a plus aujourd'hui. Qui a
Qu'il y a toujours, mais qui sont en perte de vitesse. Donc il y a moins d'audience. S'il y a moins d'audience, on touche moins de gens. Et si on touche moins de gens, et puis surtout, c'est un média qui vieillit. Donc effectivement, si vous voulez faire un tube sur les 40-55 ans, effectivement, la radio était le bon moment et le bon endroit. Bon, Cocteau, comme a priori, tu as passé un peu ta journée à nous écouter, tu sais donc qu'il y a un grand principe... J'ai quand même travaillé, mais j'ai survolé, parce que non, c'est super intéressant, puis bravo pour cette initiative. Donc tu sais qu'un des grands principes du 12-12 Game Changer, c'est que celles et ceux qui nous regardent posent des questions. Eh bien, c'est maintenant. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors, Cocteau, quel conseil donneriez-vous aux artistes émergents qui cherchent à percer aujourd'hui dans la musique ? Changer de métier. En fait, je pense que c'est comme dans tous ces métiers... tous ces nouveaux métiers, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai commencé à faire de la radio il y a quelques années, la radio était un rêve. Aujourd'hui, la nouvelle génération, leur rêve c'est d'être TikToker ou YouTuber. Donc c'est vrai que mais c'est la même chose que nous dans les années 80 où on voulait faire de la radio. C'est la même chose, sauf qu'ils n'ont pas besoin d'une entité et qu'en plus ils rajoutent l'image, quoi. Ils peuvent faire, effectivement, il y a aussi un besoin. Avec des formats courts, c'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tu as l'habitude, c'est-à-dire que remplir 1 heure sans problème, on sait le faire. Les nouvelles générations, au bout de 8 secondes ou 30 ou 40 secondes, ils sont 3 secondes. Pour certains, sont un peu perdus. Donc c'est vrai que c'est là où ça change, donc le conseil, effectivement, c'est surtout, comme en radio, comme aujourd'hui, devenir TikToker, YouTuber ou artiste de demain, faut avoir l'œil qui brille, la passion et des convictions, parce que sans ça, ça ne marchera jamais. Voilà. Et puis après, il faut avoir effectivement les bonnes chansons qui peuvent intéresser un public. D'aller au-delà du cercle de la famille qui trouve ça super chouette, quoi. Du coup, dans ce contexte, je vais un peu croiser avec la question d'après, qui est concrètement pourquoi les grands artistes sont toujours dans ce qu'on appelle toujours une maison de disques, une major en tout cas. Est-ce qu'au fond, c'est pas une histoire d'échelle ? C'est-à-dire que des boîtes comme la tienne prennent des artistes émergents, les amènent jusqu'à un certain niveau, et quand ils sont à un certain niveau, en fait, il faut passer chez la grande sœur ? Ou pas, voilà. Un l'homme pâle, il est chez lui, quoi. Donc, en fait, c'est toujours pareil. Il vaut mieux être bien et tranquille que mal accompagné. Hein. C'est comme dans la vie. Donc après, aujourd'hui, je trouve que ce qui est plutôt chouette, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, l'artiste a le lead, il est DRH de sa vie, et puis il prend son tourneur. Enfin, en tout cas, à un moment donné, quand ça commence à fonctionner, c'est vrai que nous, on a pris le parti pris à 95% de faire de l'émergent, donc du pas connu. Mais ce qui fait qu'à chaque fois, on a toujours 2-3 petites choses qui émergent. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les méthodologies fonctionnent encore. Donc il faut que l'artiste, effectivement, il puisse être, il peut être en major si, effectivement, le projet, en tout cas, si l'équipe de la major a envie de le défendre et que son contrat est correct, ça permet, effectivement, d'avancer. Toi, tu as été obligé de changer de modèle économique en 20 ans ? Pas vraiment, en fait. C'est là où je suis assez content d'avoir eu le coup d'avance. C'est vrai qu'en 2002, quand j'ai monté la structure, que j'ai commencé à embaucher des gens, ils m'ont dit c'est la crise du disque, t'es fou, etc. Puis le disque faisait ça et moi, la structure faisait ça. Quand on a lancé la partie label et édition aussi, la partie label service. Donc c'est vrai que le fait d'avoir le coup d'avance, alors ça n'empêche pas qu'on a eu des moments difficiles de trésor, mais comme dans toutes les boîtes à un moment donné. Mais j'étais parti en me disant si je fais 10 ans, c'est cool. Je suis déjà à 21 ans, donc on va continuer encore. C'est très cool. Voilà. C'est 2 fois plus cool. C'est 2 fois plus cool. Donc, et puis surtout, on a lancé la partie RP on a monté plein de départements, parce qu'aujourd'hui, en plus de la musique, on fait des RP de festival, on fait des RP de marque. On fait une eau minérale qui s'appelle Eau Neuve, qui est en Tetra Pak éco-responsable. On fait des startups comme Originel, qui est une application qui met en relation les familles d'autistes et les éducateurs. Donc, on a ouvert, en gros, tout ce qu'on a appris sur la partie musique. T'es sorti de la musique, en fait. On est sorti de la musique, mais avec du sens, une fois de plus. Avec du sens. Et on a lancé depuis maintenant 3-4 ans, un département qui s'appelle l'agence du podcast, où on fait les RP de podcast et des relations presse de podcast, comme on défend un artiste. Parce qu'effectivement, une fois de plus, si personne ne le sait, personne n'écoute. Et ton modèle à toi, c'est quoi ? C'est les artistes qui te payent ? Tu prends un pourcentage sur les royalties ? Comment ça se passe ? Voilà, plusieurs business models. Effectivement, c'est soit une prestation de 3 mois, de 6 mois, soit effectivement une envie particulière de se dire je crois en toi, t'as pas de sous, ou t'en as peu. T'es un investisseur, en fait.
Ouais, c'est le même principe en fait. Non mais c'est ça, c'est en gros, voilà, j'ai que ça. Ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, sur la partie éditoriale, on a plus de 1800 œuvres à la SACEM. On a 1800 œuvres à la SACEM. Voilà, on a des artistes. Tu sais que tu n'arriverais pas à remplir une journée de production. Hein. C'est 120 000. Hein. Faut taffer encore. Hein. Ouais, mais après quand on s'investit, c'est qu'on y croit aussi. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a accompagné des artistes comme Flavia Coelho, qui est une artiste brésilienne. Voilà, enfin, on fait plein de choses. Voilà. Mais ce qui est important, c'est d'aller voir le média avec des convictions, avec des envies. Que le média, que je sois prestataire ou je sois producteur, ils n'ont pas besoin de le savoir en fait. J'y vais avec conviction. Pour moi, c'est dans leur format. Tu représentes en fait un artiste, une marque, une start-up. Ouais. T'es son représentant en fait. Oui, pour effectivement. T'es son avatar. Donner de la visibilité pour faire une caisse de résonance quoi. Ouais. Le but c'est effectivement parce que c'est quoi derrière, c'est là où c'est frustrant dans la musique, c'est que on peut avoir du 3 fois jour sur Énergie et il se passe rien. C'est-à-dire qu'on se bat pendant 3-4 mois à rentrer en playlist. Et il se passe rien. C'est-à-dire que le titre il passe, mais ce qu'on appelle un titre de flux. C'est-à-dire que globalement les gens aiment bien, mais ils shazament pas. Donc voilà, ils n'achètent pas. Donc s'ils shazament pas, ils mettent pas le titre sur leur playlist privée, parce qu'effectivement, l'intérêt du stream, c'est que le titre soit sur une playlist privée où vous allez faire votre sport, motivation le matin, etc., que vous allez écouter pendant des heures et des heures, parce que généralement on écoute toujours la même chose, pour les gens qui écoutent de la musique normalement. Donc c'est vrai que c'est là où c'est frustrant, c'est parce que on travaille autant pour un beat que pour un hit. Ça c'est normal. Alors justement, question, est-ce que le côté humain d'un artiste n'est pas trop difficile à gérer? Qui dit humain dit égo, donc effectivement, mais après je pense que c'est dans tous les artistes, c'est aussi bien dans la peinture donc après c'est comme dans la vie, c'est comme dans un couple, c'est au bout d'un moment on n'a plus rien à se raconter et qu'on se supporte plus, on arrête quoi, donc voilà, donc c'est vrai que mais l'humain est important pour continuer et avancer quoi. C'est croire aux gens, croire effectivement à ses convictions, voilà, parce que là c'est le problème de la musique. Moi je pense que c'est déjà arrivé, mais vous travaillez dans la menuiserie, vous faites un repas de Noël, vous parlez menuiserie, ceux qui ne connaissent pas la menuiserie ferment leur gueule. Vous travaillez dans la musique, vous êtes à un repas de Noël, vous parlez musique, tout le monde parle musique. Tout le monde ouvre sa gueule. Tout le monde ouvre sa gueule. Voilà. C'est ça la difficulté de la musique, c'est que globalement tout le monde a son avis sur le truc, parce qu'effectivement... Parce qu'on est tous consommateurs de musique. Oui. On n'est pas forcément tous consommateurs de menuiserie. Oui, sauf que moi je vais 4 fois au cinéma par semaine, c'est pas pour ça que je vais être acteur ou réalisateur de film. Bien sûr. C'est tout, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre un curseur, c'est un vrai métier. Voilà, et voilà, faut le savoir. Donc, aujourd'hui, ton métier, c'est de gérer des relations donc avec tout un univers dans lequel il y a maisons de disques, des agents, des promoteurs de concerts. Oui, nous on est au cœur effectivement de la relation presse effectivement entre le producteur, l'artiste, le tourneur éventuel pour médiatiser les dates de concert, etc. Donc effectivement, on est. Est-ce que tu as une vision de ton métier, de ton business? À 5 ans, à 10 ans. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans ce secteur-là, qui est un secteur hyper volatile, d'avoir une vision à 5 ou 10 ans? Non, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a 5 ans, ce qui donnait le là, c'était le Shazam. À un moment donné, c'était le numéro 1 du Shazam. C'était le truc. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 TikTok. Okay. Et puis dans 2-3 ans, il y aura peut-être des trucs qui vont arriver qu'on ne connaît pas encore. Donc non, c'est là où il faut rester en veille, il faut discuter. Moi, je donne des cours dans des écoles de commerce aussi avec des 23-25 ans pour effectivement comprendre un petit peu leur mode de consommation. Voilà, ils disent tous non, j'écoute pas la radio. Par contre, quand on leur dit mais t'écoutes un podcast, ah oui, j'écoute ça. Tiens, Radio Nova. C'est-à-dire que globalement aujourd'hui le mot de je n'écoute pas la radio, mais au final ils écoutent le podcast. Et généralement la fourniture vient, en tout cas c'est la production est faite par des radios. Donc, et en fait, ce qui est intéressant dans l'exemple de Radio Nova, c'est que Radio Nova était une marque. Oui. Elle est toujours une marque en fait. Le support a changé, le canal de diffusion a changé, mais la marque est toujours là. Oui, mais Nova était les prescripteurs, parce qu'effectivement, au départ, il y avait la presse, avec Bizot, donc effectivement, il y avait Actuel. Actuel est devenu Nova, donc au final, c'est lui qui avait vraiment le coup d'avance. Et je pense que ce coup d'avance, il faut toujours l'avoir, en tout cas, voilà, à 3 à 5 ans.
La musique, elle existera toujours. Voilà, ça c'est indéniable, ça qu'on ne peut pas vivre sans musique. Surtout toute la nouvelle génération qui ont des millions de titres dans leur poche, alors que nous on avait des pauvres cassettes, des pauvres vinyles, des pauvres CD, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui vivre sans musique c'est pas possible. Donc ça c'est plutôt bien, c'est qu'aujourd'hui on est sur une génération qui consomme tous les jours de la musique. Mais la problématique c'est effectivement de savoir comment on le valorise et comment, quand on est dans ce business-là, on prend une part de la valorisation. C'est ça. Donc effectivement, mais après c'est dans tous les business. Hein. Est-ce que je monte juste une épicerie ou je fais une franchise après Sauf que là c'est très particulier. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le jour où Apple arrive sur le marché, t'as un CD qui, de mémoire, valait, je sais plus, 100 francs, je crois, ou un truc comme ça. Oui, alors je sais plus en équivalence, mais bon, on était plus sur du 35 euros. Voilà, et tout d'un coup, ça passe à moins de 2 euros, quoi. Ils te coupent la moitié en disant, bah voilà, c'est comme ça. Oui, mais le coût de production, les musiciens, les 70 cordes, les machins. C'est pas très grave. C'est pas grave, c'est nous qui décidons. Voilà, donc c'est là où effectivement... Bon, après, c'est un peu comme la radio qui, effectivement, à l'époque, nous critiquait beaucoup, en tout cas, critiquer le disque en disant, vous n'avez pas vu le truc, etc. Bah, j'ai l'impression que la radio, aujourd'hui, vive un petit peu ce qu'on a vécu il y a une vingtaine d'années, en disant, oui. Mais c'est compliqué, mais tout va vite, tout va très vite. C'est vrai que... voilà, en tant que si on passe sur le côté entrepreneur, c'est effectivement faut par rapport à toutes ces vagues en permanence, faut de la trésor ou des partenaires ou en tout cas avoir une vision 360 pour pouvoir s'en sortir. Et c'est vrai que j'aurais pas eu effectivement cette vision 360 il y a 21 ans. Moi, je serais peut-être tout seul à faire l'attaché de presse, mais on ne serait pas une équipe de 10 personnes et on ne proposerait pas autant de services auprès des artistes, quoi. Cocteau, merci d'être passé nous voir une heure aussi tardive. Avec plaisir. Merci. Moi, je retiens en fait des mots qu'on a entendus pas mal tout au long de cette journée. Adaptabilité, accélération. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, c'est en tout cas 2 mots qu'il faut mettre dans son vocabulaire et garder à l'esprit en permanence. Oui, et puis de la conviction, je pense que vous en avez aussi, sinon vous n'auriez pas tenu pendant 12 heures. Elle n'a pas tenu. Merci beaucoup. À bientôt, merci. À bientôt, Cocteau. Le 12-12 Game Changer.